Et en général, les gens s'intéressent d'abord et avant tout à leur propre bien-être, et donc ils ne vont pas tenir compte d'un certain nombre de choses. Quand vous roulez en ville avec votre voiture, vous allez mettre des microparticules qui peuvent générer des problèmes d'asthme pour la population locale, et puis vous allez aussi émettre du CO2. Et le CO2, on le sait aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus, ça crée le changement climatique. Donc vous n'allez pas tenir compte de ça parce que ce n'est pas vous qui allez porter les dommages. L'essentiel des dommages ne vont pas se situer ici et maintenant, ils vont se situer dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, et pas ici. Ils vont se dérouler en Afrique, en Amérique du Sud, ici aussi, mais très partiellement. Personne n'est incité à prendre en compte ces effets. Si vous décidez, vous, finalement, de prendre votre vélo plutôt que votre voiture, en fait, vous avez porté 100% de l'effort, et les bénéfices ne sont pas pour vous. Ils sont pour des gens qui sont, pour la plupart, pas encore nés et pas des Français. Alors, quand on sait le problème du nationalisme aujourd'hui, capitalisme peut-être rajoute 2-3 petits éléments, mais essentiellement, quelle que soit la société dans laquelle vous pensez, on a un problème que les économistes appellent le problème des externalités, c'est-à-dire que vos comportements ont des effets que vous n'êtes pas incité à prendre en compte vous-même. Le libéralisme, c'est laisser faire, laisser aller, Adam Smith, et tout ira pour le mieux. Alors évidemment, le problème, c'est que cette thèse de le libéralisme conduit à la meilleure solution économique est une thèse qui n'est correcte que sous certaines hypothèses, notamment l'inexistence des externalités dont je vous ai parlé. Arthur Pigou, en 1920, a publié un livre dans lequel, pour la première fois, un économiste fait référence à cette problématique que le laisser faire, laisser aller conduit, quand on y intègre les problématiques de pollution, les gens, à nouveau, ne vont pas tenir compte des externalités positives et négatives qu'ils génèrent dans leur comportement. Et donc, lui propose de préserver le libéralisme, mais d'imputer un prix à ces externalités. C'est-à-dire que quand vous émettez du CO2, vous êtes libre de le faire, mais si vous le faites, vous allez devoir payer le prix de ce CO2. En fait, c'est le principe pollueur-payeur. C'est effectivement le principe de la taxe carbone à un niveau de prix qui correspond au dommage qui est généré. Quel que soit le système économique dans lequel vous vivez, les gens ne tiennent pas compte des choses qui ne les impactent pas directement. Donc l'idée d'introduire un prix du carbone, un prix aux externalités, on pourrait aussi introduire un prix aux microparticules et parler du diesel, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc le libéralisme a cette flexibilité, contrairement à d'autres systèmes, sur lesquels on pourrait revenir dans quelques instants si vous voulez, de dire aux gens, vous pouvez émettre du CO2, mais vous allez payer le prix si vous voulez vraiment le faire. Et ça va inciter les gens à tenir compte de ces pollutions, de l'impact de ces pollutions dans leur comportement, de manière à réaligner leur intérêt personnel avec l'intérêt général. L'alternative, c'est quoi? Dans des systèmes autoritaires, autocratiques ou dictatoriaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire ceci ou on va interdire cela. Les équations sont simples. Il s'agit de produire de l'énergie avec des technologies qui sont plus chères que celles d'aujourd'hui. Tout le monde devrait payer le même prix du carbone, qui correspond au coût marginal, au coût du dommage généré par cette tonne de CO2, s'il s'agit d'une tonne de CO2. Alors on fait un petit peu ça parce qu'on a encore une taxe carbone en France qui est à 44 € la tonne de CO2. On est resté à 44, c'est 9 centimes le litre d'essence. L'alternative, c'est de faire ce qu'on appelle en économie le command and control. L'État va décider qu'on va aller investir dans le bus électrique, dans la moto électrique, dans la trottinette, dans l'isolation thermique des bâtiments. Ça n'existe pas. In fine, c'est toujours les consommateurs ou les contribuables qui finissent par payer ces surcoûts. Eh bien, regardez, je vais vous donner un seul exemple. En 2010, on incitait les Français à investir dans les panneaux photovoltaïques sur leur toit. On leur offrait un contrat de revente de leur électricité à 60 centimes le kilowattheure. Vous savez combien coûte pour EDF le kilowattheure? Ça coûte 6 centimes le kilowattheure nucléaire. Donc si je prends le mix européen, 1 kilowattheure, ça nécessite 400 grammes d'émissions de CO2. On faisait payer 54 centimes de plus pour économiser 400 grammes de CO2. Ça faisait, vous faites la règle de 3, ça fait la tonne de CO2 à 1350 €. Les gilets jaunes ont refusé à 50 €. Et ils ne le savent pas, mais depuis 10 ans, ils payent 1350 € la tonne de CO2. Donc, raison de plus de trouver les mécanismes
qui soit le moins attentatoire au pouvoir d'achat des ménages français. Et la meilleure façon de le faire, les économistes sont tous d'accord pour le dire, c'est un prix du carbone. Universel, sans exemption, hein, sans exemption, ça c'est un point important, parce que les Gilets jaunes ont raison de dire que c'est scandaleux qu'eux payent 44 € la tonne de CO2, alors que les taxis ne payent pas, le transport routier ne paye pas, le transport aérien ne paye pas. Et ça, c'est un grave problème du système. Hein. C'est à nouveau une démonstration du politique du gribouille, parce qu'il y a des lobbies qui sont là, qui interagissent. In fine, ce sont que les gens qui n'ont pas de pouvoir de négociation, c'est les consommateurs à la pompe, qui, eux, payent la taxe carbone, alors que les autres ne le payent pas. On a une cible, c'est réduire les émissions de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre cette cible? On fait monter le prix associé à ces émissions, c'est-à-dire on fait monter le prix des énergies fossiles. Donc, c'est simple, c'est une décroissance, mais qui est sélective. On demande juste que pour ce qui concerne l'émission de CO2, eh bien, vous allez payer plus cher. Appliquons le principe pollueur-payeur de manière à réaligner l'intérêt privé avec l'intérêt général. Et si vous voulez utiliser l'arme du commerce pour forcer les pays du Mercosur à être plus sensibles aux problèmes du changement climatique, vous devez utiliser ça selon un principe universel. Il faudrait revoir tous nos accords de libre-échange avec tous les pays qui émettent plus de CO2 que l'Europe. Non, alors, si vous voulez glisser sur les problématiques des accords commerciaux et du libre-échange, effectivement, c'est une dimension du capitalisme, c'est une dimension du libéralisme. Il faut tenir compte de tous les effets. Hein. C'est-à-dire que ce que les économistes vous disent, c'est que ouvrir les économies, réduire le protectionnisme, globalement, ça permet d'accroître le gâteau qu'on peut se partager. Le problème, c'est que quand on fait ça, on accroît la taille du gâteau, mais aussi on crée des gagnants et des perdants. Un des problèmes du libéralisme et du libre-échange, c'est qu'on n'a pas, depuis 20 ans, depuis 30 ans ou 40 ans, on a démarré cette nouvelle vague de libre-échange, on n'a pas suffisamment redistribué pour les perdants de la mondialisation. Quelle est la façon la plus simple aujourd'hui pour réduire les émissions de CO2 en Europe occidentale? Eh bien, la façon la plus simple d'y arriver, c'est de sortir le charbon du système de production d'électricité. Il suffirait que le prix des permis d'émission de CO2 dans le marché européen de permis, au lieu d'avoir une taxe, on a un marché qui fait émerger un prix du permis de CO2, donc c'est à peu près la même chose, sauf que le prix de ce permis actuel a été pendant longtemps de 5 € la tonne de CO2, donc on est très loin de la taxe carbone à 44 ou à 55. Heureusement, il est remonté depuis l'été dernier à un niveau compris entre 20 et 25 € la tonne de CO2. Si on parvenait à le faire monter autour de 30 € la tonne de CO2, le gaz dominerait le charbon en Europe. Et à ce moment-là, naturellement, les industriels de l'électricité seraient condamnés à faire sortir le charbon du mix énergétique européen. Le verrou technologique aujourd'hui n'est plus sur les cellules photovoltaïques, il n'est plus sur les ailettes d'éoliennes, il est dans la problématique de stockage de l'électricité. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'heures chaque année en Europe où le prix de l'électricité tombe à zéro parce qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent, ce qui fait que, et comme ça ne coûte rien de produire cette électricité avec le soleil et le vent, la concurrence sur le marché électrique fait que de plus en plus souvent, le prix spot sur le marché de l'électricité est égal à zéro, ce qui pose un énorme problème de financement de cette révolution, de cette transition énergétique. C'est essentiel qu'on ait des États qui soient capables d'imposer soit un marché, un système où pour émettre du CO2, vous devez disposer de permis et les États doivent être suffisamment forts pour imposer que les industriels qui n'ont pas les permis, ils vont casquer une pénalité importante, ou un système de taxes qui nécessite évidemment un pouvoir régalien fort. Le problème du changement climatique est une source d'inefficacité du libéralisme ou du capitalisme, vous prenez comme vous voulez, qui est absolument cruciale. Mais la solution, ce n'est pas de faire la révolution. La solution, c'est d'imposer un prix du carbone pour réaligner l'intérêt privé avec l'intérêt général. Un des problèmes du changement climatique, c'est que quand vous êtes seul à faire l'effort,
le bénéfice écologique est égal à zéro, parce que le seul impact de vos efforts, c'est que les industriels émetteurs de CO2 vont se délocaliser dans d'autres pays et vont vous vendre les produits qui nécessiteront des émissions dans d'autres pays qui ne sont pas taxés. Les économistes ont une solution. Je vous ai dit que je suis président de l'Association européenne des économistes de l'environnement, et donc on a lancé un manifeste qui est en cours de signature, dans lequel on propose, en même temps que les Américains l'ont fait il y a quelques mois, dont 27 prix Nobel d'économie, on propose de faire une coalition des pays ambitieux pour le climat qui mettrait en place un prix uniforme du carbone, que ce soit par une taxe locale, nationale ou un système de permis d'émission interconnecté, et des taxes aux importations. Donc tous les pays qui se refuseraient de faire partie de la coalition, pour vendre leurs produits dans un pays de la coalition, devraient payer une taxe à l'entrée de 4 ou 5%, qui n'a pas pour objectif de recréer un protectionnisme, qui a pour objectif d'inciter tous ces pays à rentrer dans la coalition, parce que pour eux, le coût commercial de rester en dehors de la coalition serait supérieur au coût écologique d'y rentrer. Au lieu de faire un grand raout tous les ans, COP 23, COP 24, que sais-je, au lieu de ça, on abandonne l'idée d'un consensus mondial, on prend quelques pays qui sont ambitieux, on crée une coalition climat, on met un prix du carbone dans ces pays-là et on incite les autres pays à rentrer dans la coalition en mettant en place une lutte contre le dumping environnemental à travers des taxes à l'importation.